Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. L'élection du Maroc à la présidence du Conseil des droits de l'homme pour une durée de 1 an constitue une reconnaissance internationale de l'engagement ferme du Royaume conformément aux hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion des droits de l'homme au niveau national, régional et international. Le Maroc, qui place les questions liées aux droits de l'homme au cœur de ses priorités. À l'occasion de l'ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme, le chef de la diplomatie marocaine, Nassar Bourita, a décliné les priorités de la présidence marocaine du Conseil des droits de l'homme, Nassar Bourita, qui a plaidé pour un retour aux valeurs de coopération et de dialogue. De son côté, le représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Znebra, a appelé à une réforme globale du Conseil des droits de l'homme. Quelle est la vision du Maroc pour les droits de l'homme? Quels sont les objectifs de la présidence marocaine? Nous en parlons ce soir avec notre invité Zakaria Abou-Dahab. Vous êtes professeur en relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir, Madame Khamilchi, merci. Un plaisir toujours. Toujours, c'est réciproque. Vous avoir avec nous sur ce plateau. Donc, avant toute chose, parlons de ce Conseil des droits de l'homme, cet organe qui est important aujourd'hui. Quel est son rôle? Quelles sont ses prérogatives? Pourquoi est-il si important? Ok, merci beaucoup. Conseil des droits de l'homme a été créé en 2006 par une résolution de l'Assemblée générale. C'est un organe dit subsidiaire puisque généralement dans la tradition de l'ONU, on distinguait ce qu'on appelle les organes principaux, par exemple l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, et les organes subsidiaires qui à leur tour ont été créés par un organe principal. Donc initialement, ce n'était pas prévu dans la charte de l'ONU en 1945. Cela est d'une part. D'autre part, il a remplacé la Commission des droits de l'homme qui, elle, avait été créée dans le cadre du Conseil économique et social, pas par une résolution de l'Assemblée générale, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de ce conseil qui est constitué de 47 pays, qui sont élus tous les 3 ans, par rotation, mais selon des critères bien définis, participation des opérations de maintien de la paix, ancrage des droits de l'homme au niveau interne, etc. Il promeut la culture des droits de l'homme, le respect, la protection des droits de l'homme. Évidemment, il faut rappeler une chose importante, il ne s'agit pas d'une juridiction internationale, donc il n'est pas chargé de trancher des différends, avec des S bien entendu, entre des États ou des organisations internationales, mais tout simplement, il coiffe, si vous voulez, Madame Khamilchi, l'essentiel des droits de l'homme tel que confiné dans ce que nous appelons les conventions principales, c'est-à-dire le noyau dur. Elles sont au nombre de 9, à commencer par le Pacte international sur les droits civils et politiques, en passant par la Convention contre la torture et en terminant en 2009 par la Convention sur les disparitions dites forcées. Donc il y a 9 conventions, on n'a pas le temps peut-être de rentrer dans les détails, mais il faut dire aussi que préalablement, il y a eu l'adoption le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc dans la pratique, si vous voulez, du langage onusien, quand on parle de la déclaration des 2 pactes internationaux sur, d'une part, les droits économiques, socio-culturels, les droits civils et politiques, ça forme ce qu'on appelle la charte des droits de l'homme. Donc ce conseil, évidemment, est destiné à promouvoir le respect des droits de l'homme. Il tient les conventions que je viens de citer, certaines d'entre elles, et en particulier ce que nous appelons les organes des traités, les body of treaties. Par exemple, prenez le pacte international sur les droits civils et politiques, il y a ce qu'on appelle le comité international sur les droits civils et politiques. Donc les réunions régulières qui se font à l'intérieur de ce conseil, le comité reçoit les notifications, les communications des États parties, reçoit parfois les plaintes envoyées par les groupes privés, les ONG, etc. Ce qui est intéressant, c'est que de proche en proche, il y a eu un système d'évaluation par les pairs. Alors, quand on parle des pairs, vous savez, dans chaque comité des traités, il y a entre, je pense, 12 et 25 experts qui sont indépendants, donc ils ne représentent pas leurs États respectifs, et procèdent à l'évaluation des avancées et des applications concernant les conventions, et ce qui fait que c'est un organe important, quand bien même il est subsidiaire. Ce n'est pas une organisation internationale spécialisée comme l'OMS ou la FAO, mais il joue un rôle extrêmement important dans la promotion, le respect et la protection des droits de l'homme tels que universellement reconnus. Et cette présidence du Maroc, la première, d'ailleurs c'est une première historique, une présidence pour 1 an, quels enjeux pour le Maroc aujourd'hui? D'immenses enjeux. Droits de l'homme ne saurait être détaché d'une problématique transversale, géopolitique, géostratégique, etc. Donc il y a une sorte de
de transdisciplinarité, c'est mieux, dans la démarche quand on veut approcher les questions liées aux droits de l'homme. Puisque vous prenez, par exemple, Madame Khamenei, la question des réfugiés, la question des demandeurs d'asile, l'immigration irrégulière, la torture, l'engagement ou l'enrôlement militaire des enfants. Vous voyez, il y a une compénétration entre plusieurs aspects de la question des droits de l'homme. Donc, ce qui fait, on considère qu'ils sont interdépendants, ils sont universels et ils sont indivisibles, les droits politiques complètent les droits économiques, socio-culturels et ainsi de suite. Pour le Maroc, d'abord, rappelant qu'il a eu quand même 30 voix de soutien contre le 17 attribué à l'Afrique du Sud. C'est donc une victoire diplomatique, comme on dit, sonnante et trébuchante. C'est un signe aussi de confiance aujourd'hui. Un signe de confiance, de reconnaissance, des efforts fournis par le Maroc qui ne datent pas d'hier. Ça fait longtemps, dès notre indépendance. Et 58, par exemple, on avait adopté ce qu'on appelle la loi fondamentale et libertés publiques, droit sur la fonction publique, etc. 62, il y avait une constitution très proactive. Et plus tard, après, on va dire le déclic après 90, avec la création du Conseil consultatif des droits de l'homme, la création des tribunaux administratifs, etc. C'est un choix qui est mérité. Le Maroc, très singulier, non seulement dans le cadre de ce Conseil, mais ailleurs, même quand il était membre non permanent du Conseil de sécurité, la dernière fois c'était 2012-2013, à chaque fois il venait avec des idées originales. Il veut le faire de façon pragmatique, opérationnelle, mais éclairante, si vous voulez, ou éclairée, de sorte que, nous y reviendrons, ce Conseil puisse bien remplir son mandat et son cahier de charges, parce qu'il y a des problématiques de résistance par-ci, par-là. Justement, on parle aujourd'hui de réformer ce Conseil. C'est ce qui a été dit en tout cas par le président, donc représentant du Maroc en tout cas, Omar Znebra. Pourquoi réformer cet organe aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait le rendre plus efficace aujourd'hui? D'abord, la nature des obligations découlant même des traités sur les droits de l'homme. Ce sont des obligations, oui, parce que vous savez, la règle fondamentale dans le droit des traités, c'est pacta sunt servanda, c'est-à-dire les engagements pris doivent être exécutés de bonne foi. Néanmoins, sur le plan de l'implémentation, comme on dit, il y a encore un terrain à combler ou des vides à combler. D'abord, la nature des engagements, la nature des obligations, la nature des mécanismes d'évaluation. Et puis en même temps, la question de accountability. Quand un État est récalcitrant, ne se conforme pas à ses engagements, quel mécanisme on pourrait activer pour le pousser à respecter? Vous voyez, j'ai évité pour le forcer. Parce que là, nous sommes dans la pression psychologique internationale. Donc par rapport à cette question-là, je crois qu'il y a des situations très inquiétantes. Prenez le Soudan, par exemple. Il y a des accusations de la RDC, la République démocratique du Congo, contre le Rwanda, le mouvement M23. Quel est le rôle du Conseil par rapport à cette question-là? La lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption, la lutte contre le crime transnational organisé. Ce que j'ai compris, c'est que parfois, malheureusement, il y a des considérations, on va dire, politiciennes qui brident un peu l'élan, c'est-à-dire cette volonté d'aller de l'avant pour respecter les droits de l'homme, où que l'on soit. Et quand on parle des droits de l'homme, c'est la dignité des personnes, c'est la lutte contre le trafic d'organes, par exemple, humains, c'est la lutte contre la pédophilie, c'est la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, et ainsi de suite. Je le crois. Maintenant, la problématique, c'est comment combler l'écart entre ce qui est souhaitable ou proclamé dans les textes et la réalité. Donc, si le plaidoyer du Maroc a été fait, c'est par rapport, je le crois, à ce hiatus à combler. Donc faire en sorte que les choses deviennent plus concrètes, en tout cas qu'il y ait des actions concrètes faites dans le bon sens. Plus concrète. Et vous savez, Madame Khamenei, la question, je le crois, dépasse même le Conseil des droits de l'homme. Je l'ai dit, mais à côté de ce Conseil, il y a d'autres organismes qui interviennent en la matière, comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. C'est important. Même l'Assemblée générale de l'ONU joue un rôle en la matière à travers des résolutions. Je cite la résolution R2P, comme on dit, Responsibility to Protect, la responsabilité de protéger, qui était adoptée en 2005. Aux côtés de cela, vous avez des cours, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on peut citer la Cour interaméricaine des droits de l'homme, on peut citer d'autres organismes qui soient intergouvernementaux ou autres. Il ne faut pas oublier le rôle des ONG, quand bien même parfois certains d'entre elles adoptent des rapports qui ne sont pas du tout très indépendants, comme Human Rights Watch ou Amnesty International. Il y a donc une sorte de nébuleuse, de galaxie, si vous voulez, de mécanismes, mais au cœur, au centre, c'est le Conseil des droits de l'homme. Allait-on, par exemple, en faire une véritable organisation internationale spécialisée, comme l'OMS, par exemple, ou la Banque mondiale, chargée, outillée
de faire respecter les droits de l'homme. Là, c'est ce qui manque aujourd'hui? On va se heurter à une question fondamentale, c'est la question de la souveraineté. Et donc ce temple, si vous voulez, comme on dit, parfois en droit international, les juristes le considèrent comme une sorte de frontière imperméable. Ce n'est pas perméable. Donc, allait-on vers le devoir d'intervention humanitaire pour faire respecter les droits de l'homme? Est-ce qu'on peut activer la force, entre guillemets, pour obliger des parties concernées de respecter les engagements qui y sont liés? Vous voyez, ce n'est pas... Et s'ils sont signataires ou non? S'ils sont signataires de ces engagements? À condition... Bon, alors, il faut faire la distinction de deux choses. Vous avez raison de soulever une remarque très préjudicielle. C'est vrai. Mais je sais, du point de vue du droit international et le droit conventionnel, que la Convention de Vienne du 23 mai 69 dit quand bien même des États n'ont pas ratifié des traités, ils doivent éviter de se comporter de manière incompatible avec l'objet et le but du traité. Ça, c'est important. Maintenant, si intervention doit y avoir, ce qui est pour le moment assez lointain, il faut que ça passe par le Conseil de sécurité. C'est lui le seul organisme habilité à activer le chapitre 7 et carrément utiliser ce qu'on appelle les moyens coercitifs. Vous avez des situations comme le Soudan. On peut prendre ces situations. Vous savez, la Libye, regardez comment elle a traversé des périodes de turbulence. La question des droits de l'homme, vous savez, il y a même des pratiques qui ont été très proscrites ou critiquées. On ne va pas rentrer dans le détail, mais on comprend qu'il y a toujours ces dialectiques, ces tensions entre, d'une part, le vouloir d'intervenir pour des raisons humanitaires, défendre les droits de l'homme, et en même temps, des cadres classiques qui peut-être sont dépassés, comme la question de la souveraineté. Donc maintenant, comment combler les écarts? Je crois que c'est une action de politique de tous les jours pour aboutir à un compromis entre les intérêts qui ne sont pas nécessairement compatibles. Il y a Nasser Bourita, qui est également donc, le chef de la diplomatie marocaine, qui a parlé donc, de cette vision marocaine, donc au niveau de la présidence. Mais il a également parlé de la nécessité de réformer les méthodes de travail du Conseil. Là, on ne parle pas de réformer le Conseil, mais également ses méthodes de travail. Donc, qu'est-ce qui doit aujourd'hui changer concrètement de manière immédiate et urgente? Ce que je retiens, puisqu'il y a normalement deux types de procédures que le Conseil peut activer. D'abord, la procédure classique, c'est-à-dire la réception des plaintes. Alors, les plaintes sont communiquées par les groupes privés, enfin les ONG en particulier, qui par ailleurs sont invités à déposer ce qu'on appelle les shadow reports, c'est-à-dire les rapports parallèles ou alternatifs parfois, même si parfois alternatifs ou alternatives, les présentations inquiètent certaines personnes. Anyway, l'essentiel, il y a des méthodes classiques de réception des plaintes, d'évaluation des avancées, de présentation des rapports thématiques et le mécanisme d'évaluation systémique, ce qu'on appelle l'EPU, l'examen périodique universel tous les 4 ans. D'accord, par exemple, le Maroc, à ce que je sache, a présenté 3 types de présentations de ce genre, systématiques, tous les 4 ans, 4. D'accord? Mais il y a les présentations qui normalement sont annuelles pour les questions thématiques. La lutte contre les discriminations à l'égard des femmes, discrimination raciale, droits des enfants, droits des handicapés, ce qu'on appelle persons with disabilities, disparition forcée, etc., etc. Mais vous avez ce que nous appelons les procédures dites spéciales, c'est-à-dire l'acceptation des rapporteurs spéciaux. Maroc, je pense, une seule fois, c'était le rapport Mendes, je m'en souviens, en 2013, sur la torture. D'ailleurs, il avait émis un rapport. D'ailleurs, le rapport a été critiqué. Et le Maroc, officiellement, avait adhéré à ces procédures, les secondes, les procédures dites spéciales, en 2011. Donc déjà, il était volontaire par rapport à ça. Si maintenant réforme il y a, je le crois, en plus des matières nouvelles qui doivent être intégrées, incorporées dans l'ossature de ce Conseil ou dans les textes, je ne sais pas, une nouvelle convention, eh bien, l'inclusion, par exemple, nous y reviendrons peut-être, ou les violences faites aux femmes, il faudrait à ce moment-là se mettre d'accord sur les mécanismes de suivi, d'évaluation et comment faire respecter concrètement les engagements pris. Parce qu'il y a des États, on le dit en droit international, parfois on trouve dans les traités des clauses de style. Vous voyez, c'est juste une liste, mais effectivement, il n'y a pas d'applicabilité. Donc la question de l'implémentation, il faudra peut-être revoir le rythme de présentation des rapports, les mandats qui doivent être conférés à des rapporteurs spéciaux, je ne sais pas, et puis une démarche un peu transversale d'articulation
entre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, donc qui dépend de l'Assemblée générale, et ses rapports avec d'autres organismes régionaux, comme les cours régionales, comme les intégrations économiques régionales, par exemple, ou les organisations continentales, comme l'Union africaine. Une collaboration donc, entre les différentes institutions qui pourrait renforcer le travail de ce Conseil Par exemple. des droits de l'homme. Parlant à présent de cette initiative qui sera lancée avec nos partenaires, et je reprends à ce moment-là les propos de Nasser Bourita, une initiative donc pour renforcer le rôle des femmes dans la diplomatie des droits humains. C'est l'une des propositions faites par le Maroc. Et je pense qu'il y a insisté, Mme Khemilchi, sur les femmes en diplomatie. Absolument. C'est très important, puisque moi je sais que du point de vue de l'approche genre, j'appelle l'approche genrée ou asexuée, le Maroc est l'un des leaders dans le monde arabo-musulman, il faut le dire. J'étais impressionné, il y avait un magazine juillet dernier, à l'occasion de la fête du trône, qui a pu lister le nombre de femmes diplomates marocaines qui sont aux aguets, on the ground, sur le terrain, en train de servir les intérêts de la nation. C'est extrêmement important. D'abord, c'est une question d'équité. Notre Constitution, l'article 19, ça c'est important. Et puis vous avez des conventions, par exemple la convention CEDAW, c'est-à-dire la convention contre l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui parfois avaient fixé des objectifs pieux, ils sont restés ou renvoyés au calendrier grec. Il ne faut pas généraliser, il y a une disparité en termes de niveau de développement par rapport à la question des droits de l'homme, mais surtout en restant dans le domaine, dans l'ère géographique, le monde arabe, ou musulman, etc., voire même le continent africain, il y a encore du chemin à traverser. Et c'est une bonne chose puisque la démarche genrée, l'inclusion des femmes selon une approche associée ou associative, exactement, fait écho aux objectifs du développement durable. 2015-2030, les 17, parmi les objectifs, il y a la question de l'inclusion. Alors, quand on parle de la femme... L'inclusion qui est importante pour le Maroc, avec l'innovation, j'allais y venir juste Absolument. après. Et vous le disiez tout à l'heure, quand vous parliez justement des procédures et tout ce qui est enclenché par le Maroc, c'est toujours une approche qui est en tout cas nouvelle. Donc on parle d'innovation. Tout à fait. Et c'est ça a été cité par ça a été cité. Le Ce qui est intéressant de la diplomatie, aussi, oui. Mme Khemilchi, par rapport à cette notion d'empowerment, c'est-à-dire le tamkin باللغة العربية, c'est-à-dire les capacitations en fait, renforcement des capacités des femmes à être sur le terrain capables de générer des revenus. Moi, je sais que c'est la démarche de la Banque mondiale, Amartya Sen, on a parlé des capacités, etc. Comment, selon des indicateurs clés, quantifiables, etc., on puisse parvenir à intégrer réellement sur le plan social et économique les femmes, que ce soit les femmes diplomates, mais aussi les femmes rurales, c'est important. Et le Maroc, fort de son expérience, parce qu'il a lancé, je pense, en 2013, ce programme de Temkin, qui a été revu et corrigé plusieurs fois, qu'on avait, par exemple, institué le système des quotas pour permettre aux femmes d'être représentées dans les instances politiques, comme le Parlement. Et ce sont des éléments qui font partie des indicateurs de développement humain, qui en même temps incluent des éléments quantitatifs, comme le produit intérieur brut, la croissance et tout, et des éléments qualitatifs, en plus de la représentation des femmes, l'éducation, les jeunes filles, la lutte contre le décrochage scolaire, la question de l'alphabétisation de la population. Voilà, donc, et ça débouche sur la question du code de la famille, qui aujourd'hui, je pense que le Maroc, encore une fois, il y a des questions qui vont lui permettre de faire un peu des sauts qualitatifs, d'accord, ce qu'on appelle des ruptures en termes prospectifs. Très attendu ce code de la famille. Parlons maintenant de, toujours en reprenant les propos du chef de la diplomatie marocaine, qui a dénoncé l'utilisation des politiques, donc l'utilisation politique plutôt, des droits humains. Donc, il a appelé à l'ouverture et au dialogue et au respect des valeurs, chose qu'aujourd'hui, on oublie, ce respect des valeurs internationales que certains États, malheureusement, semblent... Tout à fait. Tout à fait. Bon, la politique est présente partout, il est clair. Bon, la gestion des affaires de la cité, mais une utilisation politicienne aussi. Voilà, c'est-à-dire, on fait sortir les droits de l'homme de leur finalité. Vous voyez, l'Ayatul Quswa. Finalité, c'est la dignité des humains, des personnes. Je crois que c'est une arme à double détente. En même temps, parfois, vous avez des rapports d'organismes qui se disent être indépendants. Parfois, qui ne sont pas impartiaux. Ils sont partiaux, ils sont tendancieux. Vous voyez ? Donc, ils utilisent parfois des considérations d'agenda géopolitique ou politique. Absolument. Pour matraquer, pour faire de la pression, mais ils sortent de leur noble mission, à mon sens.
Et on peut ici étendre les exemples, enfin chercher d'autres connexions, la question du Sahara marocain par exemple, voire parfois certains organismes font fi ou écartent des considérations qui normalement devraient être intégrées dans leur approche. La situation catastrophique dans les camps de Tindouf, ou par ailleurs la duplicité ou encore la politique du double poids, double poids, deux mesures, pardon. Et on voit des exemples sur le terrain aujourd'hui. Oui. Il faut le dire. Hein. C'est très inquiétant. Vous savez, même pour nos étudiants, parfois on a du mal à leur donner des réponses très claires par rapport à la situation complexe aujourd'hui. Avec ce double discours. Israël, Hamas, Russie, Ukraine, Soudan, RDC, je l'ai cité tout à l'heure. Le sort réservé à des migrants, malheureusement, qui se jettent en Méditerranée et ailleurs. Ce qui fait que la question de l'utilisation politicienne des droits de l'homme est très mauvaise. Ça les fait sortir de leur trajectoire initiale. Fondamentalement, il faudrait que l'on fasse mieux pour rester dans l'ontologie et l'épistémologie de départ des droits de l'homme. Et justement, le chef de la diplomatie qui a également appelé, comme je le disais, au dialogue, au respect des valeurs, mais qui a aussi dénoncé la polarisation croissante et le discours de haine. On en est où aujourd'hui? Un petit peu au niveau international, là, principalement en Europe, mais également en Amérique latine et dans d'autres régions du monde où ce discours de haine semble prendre de plus en plus de place et ce monde qui est polarisé. Et ça fait qu'au niveau des droits de l'homme, ça impacte bien évidemment sur les décisions qui doivent être prises et les actions qui doivent être mises en place. Comment faire face à cette situation actuelle aujourd'hui? C'est un grand défi pour le monde. Yes, a great challenge. Polarisation d'abord, c'est la question de la fragmentation même du système international relatif aux droits de l'homme et l'espace international. On a remarqué qu'il y a des coalitions qui se sont constituées, ce qu'on appelle les alliances, par-ci par-là. Tacites ou déclarées. Clairement déclarées. Voilà, ou clairement déclarées. Vous prenez les BRICS, vous prenez AUKUS, entre les États-Unis, l'Australie, le Royaume-Uni, vous prenez l'Union européenne, c'est une forteresse, c'est un pôle par excellence. Vous prenez l'Amérique latine. Parfois, on prend quelques États subsahariens qui se sont détachés, du moins théoriquement, de la CEDEAO pour constituer l'Alliance des États sahéliens. Bon, il y a eu allègement des sanctions, sinon retrait des sanctions contre le Niger, entre autres, par exemple. Bon, vous voyez, c'est-à-dire que cette polarisation, parfois fragmente même le système des droits de l'homme. Et on a, au lieu d'avoir un système multilatéral qui coiffe l'ensemble, des systèmes qui sont éclatés et que parfois, ils ne sont pas compatibles, ils sont antagonistes ou exclusifs. Et cela affaiblit, on va dire, la portée et l'effectivité du système international. Ça, d'une part. D'autre part, par rapport à ce discours de violence, ce que je note, que le Maroc a été engagé depuis 2005 dans le cadre de l'Alliance des civilisations, dialogue interreligieux, interculturel, intercivilisationnel. Et là, on pourrait interpeller le rôle de l'UNESCO. Entre autres, c'est une organisation spécialisée qui a été créée même avant l'ONU, c'était en 1945, mais quelques mois avant, c'est-à-dire avant juin 1945. Mais par ailleurs, il faut se poser la question, qui provoque de tels discours extrémistes, haineux, les souverainismes un peu extrêmes, l'exclusion, comme disait Durkheim, un grand sociologue, l'anomie, la non-intégration des personnes dans la vie sociale, économique, etc., culturelle. Moi, je crois qu'il faut revoir un peu la chose, mais de façon étiologique, aller vers les causes des problèmes. Il faut qu'il y ait de l'apaisement. Malheureusement, ce que nous remarquons, il y a une forte augmentation du nombre des conflits armés ces dernières années, ce qui fait que les conflits armés, changement climatique parfois, provoquent des migrations. Les migrants vont, ne sont pas acceptés. Ça les aide ou ça les encourage, à rallier des groupes terroristes et ainsi de suite. Donc nous sommes dans une problématique, ce qui rappelle le nexus défendu par le Maroc quand il dit, par la voix notamment de Seboreta, le nexus, le lien entre sécurité, paix et développement. Donc la sécurité, elle est d'abord humaine et c'est la démarche de Sa Majesté et qui a été rappelée par les propos tenus par le ministre Borita devant la 55e assemblée de la session du Conseil des droits de l'homme de Genève. On arrive déjà au terme de cet entretien, mais avant de finir, j'aimerais vous interpeller sur cet appel, énième appel du Maroc à un cessez-le-feu immédiat et à l'arrêt immédiat de la guerre à Gaza. On en a parlé tout à l'heure, mais tout de même, que dire de cet appel aujourd'hui? Nous sommes sur les portes du Ramadan, le mois sacré.
Il y a des appels. Sa Majesté n'a cessé de le dire depuis le départ, déclenchement de ce conflit armé qui est, on va dire, inutile, il faut le dire. Espérons que cela ait des oreilles attentives, mais le problème, c'est que ça dépasse l'entendement humain, comme on dit en philosophie kantienne. Aujourd'hui, mais vraiment, nous sommes parvenus à un stade où vous avez les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils réclament? De la nourriture. Et justement, regardez, nous sommes cet appel à la protection des civils, à l'accès de l'aide humanitaire, qui a été précisé justement lors de ce Conseil des droits de l'homme. Il faut qu'Israël revienne à la raison. Bon, que je dis plus précisément, M. Netanyahou et le gouvernement, ils ont intérêt aujourd'hui à cesser immédiatement et à engager un réel processus de reprise des pourparlers, tant souhaité par le Maroc et par l'ensemble des parties prenantes. Finissons cette guerre inutile, pensons à l'après-guerre entre Israël et le Hamas. Il y va de la sécurisation du Moyen-Orient. Et puis voilà, il faut aujourd'hui entrevoir des possibilités ou des lueurs d'espoir. C'est d'ailleurs l'appel de Sa Majesté incessamment pour que les choses puissent évoluer. C'est ce qu'on peut dire par rapport à ça. Espérer aujourd'hui, en tout cas, que les choses évoluent dans le bon sens. Merci à vous, M. Zakaria Abou-Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. C'était un plaisir de vous avoir. C'est la fin de l'invité de la rédaction. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne soirée à vous. Merci pour votre fidélité.